Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Bonjour, oui, oui. Ok, super, Oui, on vous voit bien. Oui, oui. super. Bon bah du coup on va pouvoir démarrer. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce troisième webinaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà présents sur les précédents webinaires et si c'est le cas, merci de revenir. Et pour les autres, bienvenue. N'hésitez pas à vous installer bien confortablement, comme je le dis à chaque fois. Prenez un petit thé, un petit café, chocolat chaud, tout ce que vous voulez pour vous accompagner agréablement pendant les 45 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Et je vous propose de démarrer sans plus attendre sur notre sujet du jour, à savoir exploiter des créations libres de droit sans risque, l'exemple des licences Creative Commons. Au programme de ce webinaire qui se découpe en plusieurs temps, nous allons avoir tout d'abord, la première thématique, la création de contenu et les droits d'auteur. Puis les créations libres de droit, les licences libres et les Creative Commons. Ensuite, je vous expliquerai comment agir concrètement avec moi. Et puis, je répondrai à toutes vos questions. J'ai également une offre spéciale Noël à vous proposer à la fin de ce webinaire, puisque je vous présenterai mes formations. Et comme j'adore chouchouter tous ceux qui assistent à mes webinaires et que Noël approche, pourquoi se priver? Donc, n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'au bout, surtout que ce sera l'occasion de me poser toutes vos questions avant de se dire au revoir et je répondrai à tout le monde sans exception. Je vous propose également, comme à chaque webinaire, que vous puissiez tirer parti au maximum de ce qu'on va se dire. Donc, de vous mettre en mode zéro distraction, de vous éloigner de vos portables, des mails, applications, réseaux et toutes notifications. Parce que c'est le moment maintenant, rien que pour vous, de prendre tout ce que vous pouvez. Et puis, ce qui est pris n'est plus à prendre. On va alors pouvoir démarrer ensemble. Et avant même de vous parler de création libre de droit et de l'exemple des licences Creative Commons, encore faut-il que vous puissiez comprendre le lien entre création de contenu et droit d'auteur. Puisque les créations libres de droit que vous exploitez et qui nous intéressent aujourd'hui sont protégées par le droit d'auteur. Et c'est par là que je vous propose de commencer. Le droit d'auteur, c'est plein de choses. Mais c'est notamment deux choses. Une première, c'est que c'est un droit de propriété intellectuelle, parmi d'autres, puisque les droits de propriété intellectuelle regroupent différents droits, comme par exemple les marques, les brevets, les dessins et modèles ou encore les droits voisins. Mais c'est également un droit qui intéresse tout particulièrement les créateurs de contenu que nous sommes. Puisque parmi les différents droits de propriété intellectuelle, c'est selon moi le droit d'auteur qui vous concerne le plus, nous concerne le plus, puisqu'il a vocation à protéger les créations que vous exploitez, mais également celles que vous réalisez. On va regarder brièvement les conditions de la protection par le droit d'auteur pour avoir de bonnes bases. Pour être protégé par le droit d'auteur, qui est donc un droit de propriété intellectuelle, une œuvre va devoir remplir deux conditions. Tout d'abord, il va falloir être face à ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit matérialisée. Ça exclut du coup les simples idées qui ne sont pas matérialisées, mais qui sont encore en fait dans notre tête. Et on retrouve à l'article L112.2 du Code de la propriété intellectuelle une liste non exhaustive de toutes ces œuvres de l'esprit-là. Et puisque c'est une liste non exhaustive, elle est incomplète et elle peut être complétée par le juge. Et la deuxième condition, c'est l'originalité, qui est définie comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur, le fait de pouvoir faire des choix libres et créatifs. Et lorsque ces deux conditions sont remplies, alors le droit d'auteur va naître sans avoir à procéder à un dépôt. Contrairement, par exemple, au copyright américain qui, lui, va nécessiter un dépôt auprès d'un office dédié afin d'exister. Et parmi ces œuvres de l'esprit originales, qui seront donc protégées par le droit d'auteur, on va retrouver les créations que vous exploitez et que vous réalisez au quotidien en tant que créateur de contenu, notamment tout ce qui est photographie, illustration, icônes, schémas, dessins, musique, texte, typographie, vidéo, logiciel, etc. Et tous ces éléments que vous exploitez au quotidien sont vraisemblablement protégés par le droit d'auteur. En tant que créateur de contenu, voilà plus précisément ce que vous faites régulièrement. Premièrement, vous recherchez et vous trouvez des médias en ligne sur Internet. Ces médias, ils appartiennent à des tiers et ils sont vraisemblablement protégés par le droit d'auteur. Qu'il s'agisse
de vidéos, de photographies, d'illustrations, de musique, de textes, etc. Et tous ces médias trouvés en ligne, vous les exploitez dans vos propres contenus, puisque vous les incluez dans vos créations et que vos créations sont elles-mêmes, en plus, sûrement protégées par le droit d'auteur. Et pour exploiter donc ces médias que vous avez trouvés en ligne, qui sont protégés par le droit d'auteur, vous allez devoir obtenir une autorisation. Et cette autorisation, en fait, elle passe par une cession ou par une licence. Puisqu'en l'absence d'autorisation, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de commettre des actes de contrefaçon et c'est un délit civil et pénal qui coûte cher, qui fait très mal à plein d'égards, financier bien sûr, mais pas que, images, etc. Et puis ensuite, ces contenus, ces créations, qui sont vraisemblablement protégées par le droit d'auteur, qui sont les vôtres et qui incluent les créations préexistantes elles-mêmes protégées par le droit d'auteur que vous avez trouvées en ligne, eh bien, elles sont ensuite exploitées par vos clients ou votre employeur, par exemple. Et là, c'est pareil. Vous allez devoir accorder une autorisation. Cette autorisation, elle passera encore une fois par une cession ou par une licence et elle doit bien prendre en compte les créations préexistantes incluses dans vos propres créations et c'est ce qu'on appelle la chaîne des droits. Sinon, encore une fois, il y a un risque d'acte de contrefaçon tant sur vos propres créations que sur les créations préexistantes que vous avez insérées dans vos contenus et ça peut vous retomber dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux licences Creative Commons puisque les autorisations dont je vous parle à chaque fois, elles passent par des cessions ou par des licences. Et dans le sujet de notre webinaire du jour, on se situe plutôt dans cette partie-là de notre environnement concernant l'exploitation que vous faites des médias trouvés en ligne. Petit aparté, il y a une ou plusieurs personnes qui ont le micro ouvert, si c'est possible de le fermer, parce que du coup, j'entends des petits bruits de fond. Et pour les autres aussi. Merci. Et pour rappel, donc ne pas respecter les droits d'auteur sur les médias que vous trouvez en ligne et que vous exploitez en les utilisant donc sans autorisation ou en les faisant utiliser par votre employeur ou par vos clients sans autorisation, eh bien, vous commettez des actes de contrefaçon. La contrefaçon, c'est à la fois un délit civil, donc c'est un délit qui peut vous obliger à réparer le préjudice que vous avez causé en payant ce qu'on appelle des dommages et intérêts, mais c'est également un délit pénal, et ça peut mener à une condamnation prévue par le code pénal, 300 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Ça peut aller plus loin s'il y a certaines circonstances particulières, sans parler bien sûr de tous les risques concernant votre réputation, votre crédibilité, vos valeurs, votre éthique, etc. Donc ça va bien au-delà de ce paiement d'un dommage à intérêt ou de ces condamnations en fait. Bon, avant de poursuivre et d'aller dans le cœur de notre sujet du jour, je me présente rapidement parce que je ne l'ai pas encore fait. Moi, c'est Clara Zloty-Camien. Je suis experte en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Je suis avocate de métier. J'ai travaillé comme avocate dans ces spécialités-là au sein de cabinets parisiens. Je me consacre aujourd'hui à l'enseignement et la formation. Je dispense des cours en école supérieure et je forme également des équipes de salariés à mes spécialités grâce à des formations 100% sur mesure. Et je suis également conceptrice e-learning et donc je conçois mes formations dédiées au droit de la propriété intellectuelle. Ce que je fais en fait, c'est que je combine mes compétences en pédagogie avec mon expertise en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles tech dans mon travail au quotidien. Et c'est cette double compétence qui me permet de vous assurer que j'ai les réponses à vos questions. Alors, ne cherchez pas plus loin, ce que vous peinez à trouver sur Google, moi, je vous le donne sans prise de tête. Avec moi, pas de chichi, pas de jargon incompréhensible, que des explications claires et concrètes faites pour tous les créateurs de contenu. Sur LinkedIn, j'ai récemment posé une question dans une publication. Je vous ai demandé ça vous ferait quoi de payer pour tous les actes de contrefaçon que vous avez réalisés dans votre travail. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une autre question, bien plus sympathique. Et ma question c'est, ça vous ferait quoi de savoir exactement comment exploiter des créations trouvées en ligne sans prendre le risque de commettre des actes de contrefaçon et de faire de vos propres créations une nouvelle source de rémunération sans jamais vous faire avoir? Car ma mission, c'est d'aider les créateurs de contenu à booster leur création sans risque. Mais avant toute chose, il est temps de répondre à la question centrale de ce webinaire: exploiter des créations libres de droit sans risque, l'exemple des licences Creative Commons. Je vous laisse garder quand même cette petite question dans un coin de votre tête.
Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions concernant les droits d'auteur, concernant vos créations, l'exploitation de ces créations, toutes les créations que vous trouvez en ligne, les différentes licences, et notamment les licences Creative Commons. Mais potentiellement, vous peinez à trouver des réponses simples, concrètes, claires, complètes, faire pour vous et pour vos besoins, rien qu'à vous. Et au final, vous pouvez vous sentir perdu. Et c'est dommage parce que ça peut vous causer du tort et beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup à perdre, mais surtout un manque à gagner énorme. Le point positif, c'est que vous avez pris un minimum conscience de la nécessité d'avancer sur ce sujet. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, soyez rassurés parce qu'à la fin du webinaire, vous serez déjà bien plus avancé et tout sera bien plus clair pour vous. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur la prochaine thématique, les créations libres de droit, licences libres et Creative Commons. Alors, les licences, en fait, sont un moyen d'obtenir l'autorisation d'exploiter une création. D'accord ? Et parmi les licences, on trouve les licences libres. Donc, en fait, ce qu'on a à comprendre, c'est que le droit d'auteur accorde un monopole et pour exploiter une création protégée par le droit d'auteur qui donne à son titulaire un monopole, on peut faire deux choses. On peut conclure soit des contrats de cession de droit, ce qui permet d'opérer un véritable transfert de propriété des droits du titulaire de droit initial au nouveau titulaire. Ou alors, on peut faire autre chose. On peut conclure un contrat de licence de droit. Et en fait, ce contrat de licence de droit permettra d'obtenir un simple droit d'usage et non pas un transfert de propriété. Et parmi les licences qu'on peut trouver, on a d'une part les licences qu'on appelle propriétaires. Alors ça, c'est des licences privatives qui sont en dehors du champ des licences libres. Et pour schématiser, on peut dire qu'avec des licences propriétaires, le principe, ce sera l'interdiction d'exploiter et que l'exception, ça sera l'autorisation, conformément à ce qui sera prévu dans cette licence. Et à côté, on a les licences libres. Les licences libres, ce sont des licences qui garantissent quant à elles certaines libertés de base. Pour schématiser, on peut dire qu'avec ces licences, le principe, c'est le contraire, c'est l'autorisation et l'exploitation, et l'exception, ce sera l'interdiction. Et donc, parmi ces licences libres, c'est là qu'on va trouver les Creative Commons. Et une création libre de droit, ça fait alors référence à une création qui est diffusée via une licence libre. Il peut s'agir de n'importe quel type de création, comme des photographies, des images, des illustrations, des icônes, des vidéos, des musiques, enfin tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Et c'est le type de licence, donc les licences libres, qui donne le nom aux créations, à savoir les créations libres de droit. Si on parle par exemple d'une photographie libre de droit, c'est parce qu'elle est diffusée sous une licence de type libre. Continuons sur l'exemple de cette photographie. Alors, on a une photographie qui serait protégée par le droit d'auteur et qui serait diffusée via une banque de données en ligne, comme par exemple Pexels ou Unsplash ou iStock ou n'importe quelle autre banque de données de photos dite libre de droit. Cette diffusion, en fait, elle va être assortie d'une licence. Et cette licence, elle va prévoir les conditions auxquelles vous pouvez exploiter la dite photographie. Eh bien, c'est parce qu'il s'agit d'une licence de type libre qu'on va parler de photographie libre de droit sur les bases de données comme Pexels, Unsplash, iStock, etc. Mais si vous ne respectez pas la licence et si vous ne respectez pas les conditions qui sont expressément prévues au sein de cette licence concernant l'exploitation de cette photographie, alors vous allez commettre un acte de contrefaçon. Ce qui signifie que pour vous sécuriser sur ce type de banque de données, vous allez devoir impérativement lire la licence associée. OK ? Mais quand on est sur des banques de données comme Pexels, Unsplash, iStock ou d'autres, c'est pas forcément toujours très évident de comprendre les licences. Et nous, on va faire un focus sur les licences Creative Commons et on va voir en quoi elles peuvent être particulièrement intéressantes. Parce qu'en fait, les licences Creative Commons, elles font partie des licences libres de droit, qui portent donc sur des créations libres de droit. Mais il existe une grosse confusion concernant les créations libres de droit qui sont souvent associées à tort à des créations qu'on pourrait exploiter sans aucune limite. Donc, on va faire un point juste avant de se concentrer plus particulièrement sur les licences Creative Commons pour comprendre ce que sont vraiment les créations libres de droit et ce qu'elles ne sont pas. Ce qu'elles sont, en fait, c'est des créations dont l'exploitation va être simplifiée. Pourquoi ? Parce qu'elles sont distribuées sous des licences dites libres, dont les licences Creative Commons font partie. Mais pour lesquelles
il est obligatoire de respecter les conditions prévues au sein de la dite licence. A contrario, les créations libres de droit ne sont pas des créations dont l'exploitation est forcément gratuite ou sans aucune limite. On peut très rapidement avoir l'impression qu'une création libre de droit, c'est forcément une création dont l'exploitation est gratuite, dont l'exploitation à titre commercial est autorisée, où il n'y a pas de limite, où on peut vraiment en fait tout faire. En fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas non plus une création à laquelle aucune licence n'est associée. Il y a bien une licence associée qui va encadrer les conditions d'exploitation. Et c'est pas non plus une création auquel le droit d'auteur s'applique plus. Pas du tout. Le droit d'auteur continue à s'appliquer sur ces créations. Donc voilà, même si les créations libres de droit permettent certaines libertés, tout n'est pas permis. Il va falloir se référer à la licence en question. Donc si vous exploitez une photo, une illustration, une musique, une vidéo, ce que vous voulez, libre de droit, donc, vous n'allez pas forcément avoir de la gratuité. Vous n'allez pas forcément non plus avoir l'exploitation commerciale autorisée. Vous allez devoir vous référer à la licence libre en question pour savoir ce que vous pourrez faire ou pas. Mais de fait, une licence libre va permettre en effet une utilisation plus permissive. Et donc, il en va de même pour les licences Creative Commons. Maintenant qu'on a fait le point sur ce que sont et ne sont pas les créations libres de droit, on peut se concentrer à 100% sur les licences Creative Commons. L'objectif avec donc les licences libres et dont font partie les Creative Commons, c'est de permettre une circulation des créations et que cette circulation soit adaptée au monde numérique. Plusieurs types d'œuvres, plusieurs types de créations, de médias sont concernés par les licences Creative Commons. On va trouver la musique, les photos, les vidéos ou encore les textes, etc. Et les licences Creative Commons, elles fonctionnent avec des libertés de base qui sont accordées. Donc, ces libertés de base, au plus large, ça va être d'une part le fait de pouvoir partager, copier, redistribuer la création sur n'importe quel support ou format. Et deuxième liberté de base, ça va être de pouvoir adapter, à savoir remixer, transformer cette création à quelque fin que ce soit, même commercialement. Mais on va observer en fait que à partir de ces grandes libertés de base qui sont fondées sur l'idée de partager et d'adapter, on va trouver des restrictions. Et notamment 4 types de restrictions qui vont être à la base des différentes licences Creative Commons. Je m'explique. Les 4 restrictions types pour les licences Creative Commons sont exprimées via 4 pictogrammes différents. Et ces 4 pictogrammes vont donner lieu à 6 licences différentes. Voilà les pictogrammes. Ces restrictions, qui sont exprimées par ces 4 pictogrammes, désignent des choses spécifiques. Donc, la première restriction, via le pictogramme by, c'est la nécessité de créditer le créateur. Bon, ça, c'est toujours le cas. On verra qu'on devra toujours créditer le créateur. Et donc, ça, c'est le premier pictogramme, by, avec le petit bonhomme. Le deuxième pictogramme, c'est l'interdiction de réaliser des adaptations ou des modifications qu'on retrouve sur le pictogramme ND pour No Derivates. Le troisième picto, c'est l'obligation de partager les éventuelles adaptations qui seront faites dans les mêmes conditions. Donc, on doit partager nos adaptations dans les mêmes conditions que la licence d'origine. Et ça, on le retrouve sous le pictogramme SA pour Share Alike. Et ensuite, quatrième pictogramme, c'est l'interdiction de réaliser des utilisations commerciales qu'on retrouve sur le pictogramme NC pour No Commercial. Et ce qui est assez intéressant ici, avec les licences Creative Commons, c'est justement ces pictogrammes qui sont très ludiques, accessibles à tous et qui permettent une compréhension simple de ce qui est autorisé ou non. Contrairement parfois à certaines licences où on n'a pas un rapport visuel par pictogramme, un rapport d'illustration à la licence et qui peut être parfois complexe à lire. Donc voilà, on a ces 4 pictogrammes, mais je vous dis, ces 4 pictogrammes, ils constituent 6 licences. Donc il faut qu'on les regarde, ces 6 licences. Alors en fait, là, vous allez voir, il y a 6 licences plus une, juste en bas. Donc en fait, on en a 7. Parce qu'il y a 4 pictogrammes plus un dernier pictogramme qui constitue la dernière licence. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, en fait, on a les 6 licences Creative Commons plus une, sur la base des 4 pictogrammes qu'on vient de voir. Et donc, l'idée, c'est toujours de se dire, on repart du principe qu'on a nos libertés de base, à savoir partager,
Donc, au plus large, copier, redistribuer la création sur n'importe quel support ou format. Et adapter, à savoir remixer, transformer le matériel à quelque fin que ce soit, même commercialement. Ça, c'est au plus large. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les restrictions qui correspondent à chaque licence. Et dans l'ordre de la plus permissive à la moins permissive, ça donnerait première licence, la licence CC BY. On doit simplement créditer l'auteur, citer l'auteur. Deuxième licence, la licence BY SA. Donc SA pour share alike. Et donc, on va nous dire il faut juste citer l'auteur et partager la création dans les mêmes conditions. La troisième licence, c'est la licence BY NC, NC pour no commercial. Donc, on va devoir citer l'auteur et on n'aura pas le droit de faire d'usage commercial de la création. La quatrième licence, c'est la licence BY NC SA. Donc, no commercial et share alike. On va devoir donc citer l'auteur. Interdiction de faire un usage commercial de la création et on aura l'autorisation de partager la création, certes, mais dans les mêmes conditions. Cinquième licence, c'est la licence BY ND pour no derivates. On va devoir donc citer l'auteur d'une part et on aura interdiction de faire des modifications de la création. Et la sixième licence, c'est la licence BY NC ND et pour cette licence, on va devoir citer l'auteur, pas de droit de faire d'usage commercial et on n'a pas le droit non plus de faire de modification. Donc, la licence numéro 6, qui est la licence CC BY NC-ND, ce sera la plus restrictive en réalité. Et donc là, on voit avec ces 6 premières licences qu'on a tout simplement utilisé les 4 pictogrammes de base et qu'à partir du moment où on sait ce que signifie chacun des pictogrammes, on a simplement, par une référence visuelle comme ça, à se référer à chacune de ces significations pour savoir exactement ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'on remarque évidemment, c'est que BY, c'est obligatoire à chaque fois. C'est-à-dire que l'attribution, la citation, le crédit de l'auteur est obligatoire, quelle que soit la licence. Et à côté de ces 6 licences Creative Commons, on trouve également une autre licence Creative Commons plus récente, qui est donc la 7e licence, qui est la licence CC0. C'est une licence qui est dite de domaine public de renoncement au droit. Et sur le site de Creative Commons, on peut lire que ça signifie que la personne qui a associé une œuvre à cette licence a dédié l'œuvre au domaine public en renonçant dans le monde entier à ses droits sur l'œuvre selon les lois sur le droit d'auteur. Et c'est-à-dire qu'en fait, on est sur la plus grande base de permissivité possible dans les limites de la loi, puisque la loi va aussi imposer des choses impératives auquel le créateur ne pourra pas renoncer, même s'il met sa création sous une licence CC0. Mais ça reste en fait la licence la plus permissive possible. Et en fait, Creative Commons explique lui-même, pour résumer, que d'un point de vue de l'utilisateur, la présence d'une licence Creative Commons sur une œuvre protégée par le droit d'auteur, ça vient répondre à la question « Que puis-je faire avec cette œuvre ?» Et donc, que puis-je faire avec cette œuvre ? On se réfère à la licence via les pictogrammes et on a notre réponse. Pour approfondir ces licences, vous pouvez aller sur le site creativecommons.org et cliquer sur licences et outils. Vous allez trouver dans cet onglet-là le listing de toutes les licences Creative Commons avec plus de détails. Vous pourrez cliquer sur chaque licence et les voir une par une. Le détail de ces licences va se présenter sous 2 formes. Vous aurez une forme simplifiée, comme je vous ai mis juste avant en capture d'écran avec les pictogrammes. Et vous aurez aussi la possibilité d'accéder à des licences plus détaillées si vous voulez avoir vraiment le détail écrit et rédigé. Ici, si par exemple, je prends l'exemple de la licence CC BY NC, donc NC pour no commercial, on voit en réalité que sur le site, on nous indique avoir des libertés de base, partager et adapter, mais également des restrictions. Et donc, on nous les détaille, comme on l'avait déjà compris, grâce au logo. On nous le détaille, on nous dit qu'on doit citer l'auteur, parce qu'on a le picto BY, mais qu'on doit également faire des exploitations qui soient non commerciales, puisqu'on a le picto NC. Et tout ça, ça sert tant au réutilisateur de la création qu'à une personne qui souhaite distribuer une de ses créations sous licence Creative Commons. C'est-à-dire que si vous, demain, vous souhaitez distribuer vos licences sous licence Creative Commons, vos créations
sous licence Creative Commons, et ben, vous pourrez vous référer à ces pictos pour décider ce que vous allez autoriser ou non aux tierces personnes. Et là, je vous ai mis un autre petit schéma qui est lui-même partagé sous licence Creative Commons et dont l'auteur est la fabrique REL, Ressources éducatives libres, pour tout synthétiser et avoir une vue d'ensemble avec les 4 pictos et leurs significations respectives, et donc les 6 licences principales et leurs restrictions. Donc, quand vous souhaitez exploiter une création qui est proposée sous licence Creative Commons, vous vous demandez simplement ce qui est permis ou non par cette licence et puis vous y conformez. Mais ce qui est super avec les licences CC, c'est que vous allez avoir accès à des œuvres, beaucoup d'œuvres libres de droit, mises en ligne justement afin d'être exploitées, toujours conformément à une licence associée, facile à comprendre, facile à lire et pour lesquelles vous allez faire des usages très simples normalement. Et on peut même voir, par exemple, sur le schéma que je vous partage là, de la fabrique REL, que ce schéma est distribué sous une licence CC BY. Parce que si vous regardez là à l'écran, en bas à droite, on voit bien le petit picto CC BY. Donc, je sais qu'avec ce schéma, j'ai le droit de faire un maximum d'utilisation à condition de citer l'auteur. Donc, la fabrique REL. Et si vous cherchez des créations qui sont distribuées sous licence Creative Commons, vous pouvez par exemple utiliser le moteur de recherche dédié. En fait, c'est un moteur de recherche dédié qui a été créé par Creative Commons, que vous pouvez trouver sur search.creativecommons.org. Et selon ce que vous recherchez, que ce soit photographie, musique, etc., vous verrez que vous avez différentes options. Donc, quand vous êtes sur le moteur de recherche, vous allez avoir la possibilité de taper dans la barre de recherche un mot-clé qui correspond à ce que vous recherchez. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir sur quelle plateforme de ce moteur de recherche-là vous souhaitez faire votre recherche. Vous verrez, il y a plusieurs plateformes et elles sont spécifiées en fonction de si vous cherchez une photographie, une musique, etc. Et donc, ça va vous permettre d'affiner votre recherche grâce à ce moteur de recherche dédié aux créations distribuées sous licence Creative Commons. Vous pouvez aussi utiliser Google Images pour les photographies. En fait, quand vous êtes sur Google Images, vous pouvez choisir le filtre Outils et puis ensuite droit d'usage et sélectionner licence Creative Commons. Et donc là, en fait, à partir du moment où vous aurez appliqué le filtre, dans les résultats, vous n'aurez que des résultats filtrés et donc des images qui sont distribuées sous licence Creative Commons. Vous pouvez également utiliser le site Flickr, la base de données Flickr, encore pour les photos, et choisir un filtre, donc le filtre toute licence, et ensuite l'autre filtre toutes les Creative Commons, et puis là pareil, vous allez avoir des résultats qui seront filtrés. Et pour chaque résultat, en fait, vous allez bien vérifier qu'il y a une licence Creative Commons associée. Donc vous faites le double check, même si vous êtes sur le moteur de recherche dédié, Google Images, Flickr, vous vérifiez bien qu'il y a la licence Creative Commons associée. Et ensuite, vous regardez de quelle licence Creative Commons il s'agit. Donc, à partir du moment où vous avez fait cette vérification, vous regardez les pictogrammes, vous savez à quelle licence c'est associé et vous pouvez agir conformément à la licence qui est proposée. Alors, ce ne sont pas les seules manières de trouver des créations sous licence Creative Commons, mais ça peut déjà vous donner de bonnes pistes. Parfois, il suffit de regarder les détails dans la description d'une création qui est proposée en ligne pour se rendre compte qu'elle est diffusée sur Creative Commons. Par exemple, vous pourrez faire attention les prochaines fois que vous êtes sur YouTube, mais il peut souvent arriver que dans la description d'une vidéo qui est distribuée sur YouTube, il y ait la mention qui indique qu'elle est distribuée sous une licence Creative Commons. Et à partir de là, en fait, vous aurez des conditions supplémentaires qui vous permettront de comprendre comment la personne, le créateur, a souhaité proposer sa création en réutilisation. Et donc, ça peut vous permettre d'être plus attentif par la suite à ces indications-là qu'on trouve en fait régulièrement, mais si on ne sait pas qu'elles existent, en fait, on n'aura pas le réflexe d'aller les regarder. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit guide pour résumer tous ces éléments-là. Ce petit guide, je vous l'enverrai tout à l'heure. Donc, j'ai repris vraiment ce qu'on s'est dit aujourd'hui, à savoir les différentes significations pour chacun des pictogrammes. À partir de ces 4 pictogrammes, eh bien, la signification des 6 licences, avec la 7e licence et donc le 5e picto qui constitue à lui seul cette licence-là. Et puis, le résumé des possibilités pour aller chercher les licences Creative Commons
sur donc Google Images, Flickr et la base de données dédiée Creative Commons Search, sachant que c'est pas exhaustif, vous pouvez en trouver aussi ailleurs, mais c'est une très bonne base pour démarrer. Et du coup, maintenant que je vous ai dit tout ça, on arrive à l'avant-dernière partie de notre webinaire et normalement, à ce stade, vous devriez déjà avoir bien compris, d'une part, le rôle central des droits d'auteur pour les créateurs de contenu, d'autre part, le lien entre les licences libres et les droits d'auteur, et encore la manière d'exploiter des créations libres de droit sans risque, donc en se référant bien à chacune des licences, mais plus particulièrement grâce aux licences Creative Commons et à cet univers de pictogrammes. Mais l'environnement des droits d'auteur, avec toutes ces obligations qu'il renferme pour vous, tous les bénéfices aussi, ou encore tous les pièges, reste à comprendre et à maîtriser dans votre univers de créateur de contenu, tout simplement parce que c'est juste indispensable pour vous. Par exemple, si on prend des obligations à votre charge, il y a notamment le fait que vous devez respecter les droits d'auteur des tiers dans toute situation, que ce soit une œuvre trouvée en ligne, mais c'est aussi pour les œuvres réalisées par un prestataire externe, fournies par un salarié en interne, fournies par votre client, etc. Parce que si vous ne respectez pas les droits d'auteur, vous allez commettre des actes de contrefaçon qui coûtent très cher et qui font très mal, comme on l'a vu. Sachant que si vos créations, vos propres créations, intègrent des créations préexistantes qui sont ensuite exploitées par vos clients ou par une tierce personne, bah vous allez être sûrement garant du respect des droits d'auteur sur ces œuvres préexistantes ensuite exploitées au travers de vos propres œuvres. Et si vous ne vérifiez pas bien les choses, si vous ne faites pas ça correctement, c'est pareil. Vous allez commettre des actes de contrefaçon, vos clients vont commettre des actes de contrefaçon, vous allez être garant de ces actes-là et voilà, c'est très compliqué, ça peut être assez grave et douloureux. Mais il y a des bénéfices aussi. Et concernant tous les bénéfices, il y a par exemple la rémunération supplémentaire qui peut provenir de l'exploitation de vos droits d'auteur sur vos créations et ça, c'est génial. Et puis, il y a encore des pièges qu'il va falloir essayer de ne pas éviter. Et l'idée, c'est de, par exemple, éviter de donner tous ces droits sans s'en rendre compte ou encore de vous engager contractuellement à des choses que vous allez regretter. Bon, ça, c'est très important pour vous, c'est central dans votre travail. Mais si je vous dis tout ça, autant vous dire aussi qu'il est possible d'agir et que je vous propose de vous aider à agir concrètement. Pour ça, je vous pose quand même une petite question. Maintenant que je vous ai déroulé le webinaire, que je vous ai expliqué toutes ces choses, est-ce que vous comprenez que la maîtrise de vos droits d'auteur, elle est primordiale si vous voulez réellement réussir et si vous voulez éviter de tout perdre? Comprenez donc qu'il est finalement possible pour vous de réussir à faire les choses bien, pour vous, pour les autres, afin d'être en paix, d'être serein, d'être au clair et de faire de vos créations votre principal atout, plutôt que de passer à côté et de prendre le risque de le payer très cher ou encore de jamais en tirer de bénéfice. Donc, posez-vous bien cette question, bien que ma caméra soit devenue toute floue, j'ai l'impression. Posez-vous bien cette question et laissez-moi vous proposer deux options. À partir de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, à partir de tout ce qu'on a déroulé, vous avez deux possibilités. Première option, je vous dis à bientôt. Je vous laisse vous débrouiller sur toutes ces questions-là. Vous pouvez partir maintenant et j'espère vraiment vous avoir donné un maximum de valeur possible. Donc, si vous partez maintenant, vous ne pourrez plus me poser de questions parce que les questions, c'est à la fin, mais je vous enverrai toute la documentation. Je vous enverrai le guide, je vous enverrai le support de ce webinaire et voilà. On pourrait également échanger sur les réseaux si vous le souhaitez, parce que moi, je ne cherche pas à vous dire de rester à tout prix. La deuxième option, si vous voulez, c'est de rester juste avec moi et de découvrir ce que j'ai à vous proposer. Et puis, bien sûr, à la fin, de me poser toutes vos questions. Merci, Roxane. Pour tous ceux qui sont restés et qui souhaitent maîtriser leurs droits d'auteur afin de vraiment réussir et de faire de leur création un atout, une rémunération supplémentaire, qui veulent éviter de tout perdre et d'avoir à en payer le prix et qui ont compris que ça passe par une connaissance approfondie du droit d'auteur, j'ai deux choses à vous proposer. Premièrement, j'ai mon programme freelance spécialement dédié donc aux freelance, qui est une formation e-learning. Mais j'ai également mes formations sur mesure qui sont en présentiel ou en distanciel ou en e-learning à destination des équipes de salariés.
Donc, je vous propose de ne plus perdre de temps à chercher des réponses sans résultat, d'arrêter de prendre le risque de perdre la propriété sur vos créations en les donnant sans même vous en rendre compte, d'être en mesure de les valoriser et d'obtenir une rémunération supplémentaire, d'arrêter de perdre votre argent dès maintenant et peut-être dans le futur, dans de futurs procès pour avoir commis des actes de contrefaçon. Bref, arrêtez d'être dans le flou, reprenez la main avec soit une formation freelance, soit une formation sur mesure. Alors, l'idée, c'est que ces deux formations, je les ai pensées 100% pour vous. Et je vais commencer par vous expliquer comment ça se passe pour le programme freelance. Ce programme, c'est tout simplement le fruit de toutes mes compétences et de toutes mes expériences en droit d'auteur en tant qu'avocate spécialisée, en tant que formatrice en école supérieure et en entreprise, en tant que conceptrice e-learning, mais aussi en tant que freelance créateur de contenu, parce que je suis moi-même entrepreneur à mon compte et créatrice de contenu. Et donc, c'est vraiment le combo de tout ça que j'ai mis dans ce programme-là pour vous. Plus précisément, il s'agit d'un programme qui est conçu pour être une formation e-learning complète en droit d'auteur d'une durée de 6 heures. C'est un programme que j'ai pensé étape par étape pour tous les créateurs de contenu, qui est à réaliser selon vos contraintes, sans stress. L'idée, c'est que je vais vous proposer une méthode qui soit opérationnelle, concrète, pour pouvoir agir sur les questions qui vous concernent en tant que créateur de contenu freelance. Je vous propose un guide pour pouvoir mettre en œuvre concrètement tout ce que je vous apporterai dans cette formation. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette formation, vous aurez un guide que vous aurez déjà eu l'occasion d'exploiter pendant la formation qui vous permettra d'être opérationnel. Et pour tester pour la première fois ce guide, pendant la formation, je propose de réaliser un cas fil rouge sur 6 étapes qui va vous permettre de prendre en main le guide des bons réflexes pour la première fois, de vous l'approprier et ensuite d'être en mesure vraiment de l'exploiter pour la suite de votre travail. Mais aussi, il y a un accès, grâce à cette formation-là, à un chat privé avec moi pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir accès à une formation e-learning complète en droit d'auteur spécialement dédiée pour vous, j'ouvre un chat privé pendant 6 mois où vous pouvez me poser toutes vos questions. La formation, elle est en 6 modules. Premier module, c'est de comprendre clairement ce qu'est le droit d'auteur et son importance pour vous. Donc, on pose les bases, on fixe les bases, on sait de quoi on parle, on sait pourquoi tout ça, c'est important pour vous. Deuxième module, c'est de bien savoir déterminer les créations qui peuvent être protégées par le droit d'auteur, les vôtres et celles des autres personnes. Troisième module, qui est propriétaire des droits d'auteur, tant sur vos créations que celles des autres. On arrive maintenant à identifier qui détient les droits. Ensuite, quatrième module, distinguer les différents droits qui sont inclus dans vos droits d'auteur et ceux des autres. Parce que c'est à partir de ces droits-là qu'on va en fait être capable, par rapport au cinquième module, de choisir quels sont les droits qu'on va vouloir exploiter et quels vont être les bons contrats à choisir pour faire ces exploitations-là. Et ensuite, le sixième module, qui est un module très important parce qu'en réalité, au-delà des droits d'auteur, il y a ce droit à l'image et ce droit à la voix qu'on exploite régulièrement. Quand, par exemple, on exploite des créations de type vidéo, de type voix off, ou encore des photographies, on a des personnes qui apparaissent, on a de l'image, on a de la voix, et il faut se demander, est-ce que je peux exploiter et comment je peux exploiter ces images-là et ces voix-là. Et en fait, ces 6 modules, ils ont vocation à couvrir tout ce qui est important pour vous et ne rien laisser de côté. Donc, c'est vraiment tout ce qui est important que ce qui est important. Comme je vous ai dit, tout au long des 6 modules, je propose de réaliser un cas fil rouge qui permet de prendre en main un guide des bons réflexes en droit d'auteur. C'est une méthode simple et opérationnelle que j'ai mis en place, que vous pourrez tester lors de la formation et réutiliser tout au long de votre parcours professionnel. Et une fois que vous aurez apprivoisé ce guide, vous pourrez le réutiliser et il va devenir votre socle. Comment ça se déroule? À chaque fois, mes modules sont découpés de la même manière en 5 étapes. Donc, il y a 6 modules de formation qui se découpent en 5 étapes. À chaque fois, vous aurez une introduction avec le rappel des objectifs, l'annonce du plan. Ensuite, vous allez pouvoir tester vos connaissances avec 3 premières questions en amont. Puis, vous allez entrer dans le cœur de vos séquences. Il y aura 2 à 3 séquences théoriques par module. Ensuite, vous aurez accès à un quiz pour vous auto-évaluer. Et vous pourrez faire une étape du cas fil rouge que vous réaliserez en complétant votre guide des bons réflexes.
Et bien sûr, je vous propose quelque chose d'exceptionnel via cette formation que vous ne trouverez pas ailleurs et qui fait toute la différence. Qui est vraiment exceptionnel par rapport à tout ce que je vous propose, c'est que vous aurez accès à un chat privé pour discuter avec moi pendant 6 mois et me poser toutes vos questions via Discord. Mes formations, c'est des formations 5 étoiles qui recueillent uniquement des avis positifs. Notamment, je cite: ta formation m'a permis de découvrir des éléments dont je n'avais pas idée. Je peux mieux protéger mes actifs. Je recommande cette formation à tous ceux qui doivent réaliser des modules e-learning afin de mieux se protéger et de mieux protéger leurs clients. Ou encore, quelle joie de voir des professionnels comme Clara déconstruire les complexités du droit avec une pédagogie brillante. Bref, je vous laisserai regarder ça parce que je vais vous envoyer le support pour lire plus en détail certains commentaires. Et pour ceux qui le souhaitent, il est également possible, notamment pour les équipes, d'opter pour une formation sur mesure. En fonction de votre réalité terrain, de vos besoins uniques, de votre cahier des charges, je vous fais une proposition 100% sur mesure qui vous apporte des réponses concrètes et opérationnelles dont vous aurez vraiment besoin. En présentiel, en distanciel ou en e-learning, c'est vous qui choisissez. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de co-construire ensemble cette formation unique, rien que pour vous. Pareil, toujours des avis 5 étoiles sur ces formations-là. Je vous donne une dernière citation. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est ta capacité à identifier nos besoins et nos attentes et à personnaliser la formation en conséquence. Nous sommes repartis non seulement avec de nombreuses connaissances, mais surtout avec la confiance nécessaire pour mettre directement en pratique ce que nous avons appris. Bref, je vous laisserai lire les autres commentaires. Je vous présente maintenant le tarif du programme freelance. Le programme freelance, il est à 590 €. Mais en vrai, ça, c'est avant. Ce que je vous propose, c'est une offre exceptionnelle de moins 50% jusqu'à dimanche 24 décembre minuit. C'est-à-dire qu'avec un code promo spécialement prévu pour les participants au webinaire, le code promo Noël23, je vous propose d'accéder à ma formation à un nouveau tarif exceptionnel, 295 € au lieu de 590 €. Donc ça, c'est une offre que je vous propose qui est accessible jusqu'à dimanche 24 décembre minuit. Et pour ceux qui sont intéressés, mes formations sur mesure, en fait, leur tarif, quant à elles, c'est toujours sur devis. Mais je vous propose aussi une offre exceptionnelle de moins 15% sur les devis si vous me contactez avant dimanche 24 décembre minuit. Donc, c'est-à-dire qu'avant dimanche 24 décembre minuit, donc entre maintenant et dimanche à minuit, je vous propose sur mes 2 formations, le programme freelance et la formation sur mesure, des offres exceptionnelles pour accéder à ces formations, des offres qui sont dédiées spécialement aux personnes qui ont participé au webinaire. Voilà. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous propose de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, je suis dispo et je réponds. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour Clara. Bonjour. Benjamin, je me permets d'intervenir pour poser peut-être une première question. Je suis concepteur, j'enregistre moi-même mes voix, je travaille pour une entreprise. Dans ce contexte-là, est-ce que mes conceptions ou devrais-je en fait établir un contrat spécifique pour l'enregistrement de mes voix, la création de mes vidéos et même de la musique que je mets sur mes modules? Alors, à partir du moment où vous êtes vous-même à l'origine des créations que vous insérez dans ces formations e-learning, vous détenez des droits d'auteur. Et ces droits d'auteur-là, en fait, oui, effectivement, il faut les faire valoir. Il faut mettre en place quelque chose entre vous et la personne qui va exploiter les créations dont vous êtes auteur et dont vous êtes titulaire. Parce que c'est pas parce que vous êtes salarié que vous perdez vos droits d'auteur. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que l'auteur est titulaire de ses droits d'auteur. Et ce principe de base, il vaut quand bien même vous êtes salarié, il vaut quand bien même vous serez en contrat de prestation de service. Et donc, même dans ces 2 configurations-là, si vous êtes auteur, vous avez vos droits. Et donc, effectivement, il faut se poser certaines questions et il faut évidemment mettre des choses en place par rapport à ça, oui, complètement.
Alors, ce principe-là qui veut que l'auteur est titulaire de ses droits, même quand il est salarié, même quand il est prestataire de service, ça, c'est la règle de base. Après, il existe diverses exceptions, des cas particuliers, etc. Mais il faut quand même bien avoir ça en tête dès l'origine, à la base, et effectivement se poser les bonnes questions, parce que vous avez des droits. Merci Clara. Avec plaisir. Ça répond à votre question? Très bien. Oui. Ok, super. Bonjour Clara. Bonjour Alice. Alors, j'ai une question sur l'utilisation de la citation avec le bail. Donc, quand on récupère Oui. une ressource de Creative Commons, où c'est qu'il faudrait mieux la positionner, cette citation? Est-ce que si c'est une image sur l'image en elle-même? Est-ce que c'est en dessous de l'image ou est-ce que c'est à la fin de notre formation, notre module de formation, dans un endroit où on mettrait les crédits de tout le monde? Alors, je pense que le mieux, c'est que ce soit le plus visible possible et associé à la création. Donc, même si à la fin du module, à la fin de la formation, il y a un récapitulatif, ça peut toujours être bien à faire. Je pense que ça suffirait pas forcément en tant que tel. Il faut toujours essayer d'associer l'auteur à la création, donc que ce soit vraiment à côté. Après, peut-être pas, on va dire, toucher à la création en tant que telle en mettant le nom de l'auteur dessus. Ça pourrait être dommage. Moi, j'aurais tendance à le mettre en dessous. En fait, il faut que ce soit lisible. C'est ça le plus important. Il faut que ce soit pas caché. Il faut que ce soit fait de telle sorte à ce que ce soit fait de bonne foi. En fait, si on le cite pas en minuscule, on le met pas dans un petit coin, on le met pas en caractère illisible, on le met pas dans une couleur qui se fond avec l'arrière-plan. Voilà, ce serait ça. Et après, à voir, peut-être qu'il y a des bonnes pratiques. Parce que là, c'est la réponse qui me vient comme ça, mais il y a peut-être des bonnes pratiques à trouver par rapport à ça, et c'est assez intéressant d'ailleurs, à chercher à voir sur Internet s'il n'y a pas des bonnes pratiques édictées par rapport à cette citation-là. Moi, je fais pas spécialement attention à ça, dans le sens où j'essaye toujours de l'associer à la création et de le mettre de façon suffisamment lisible. Et je suppose que c'est bien comme ça. Mais à vérifier, et pourquoi pas à regarder dans les licences plus détaillées. Parce qu'en fait, au-delà des pictos, quand on va sur le site Creative Commons, pour chaque licence, on a accès à des licences plus détaillées. Donc vraiment, là, on n'est plus sur les pictos, on est sur vraiment de l'écriture de licence. À voir, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est bien lisible et bien associé, qu'en fait, c'est vraiment à côté, c'est OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je ne peux pas. Alors, je lis une question que je vois dans le chat. Je ne peux pas prendre la parole, problème de micro, mais je rebondis sur la question du droit d'auteur quand on est salarié. Que se passe-t-il dans le cas des agents de la fonction publique producteurs de contenu? Alors, effectivement, donc on a un principe qui dit l'auteur est titulaire des droits d'auteur et ce principe, il ne tombe pas, donc il vaut quand bien même on est salarié, quand bien même on est prestataire de service. Mais comme je vous ai dit, il y a des nuances. Et effectivement, le cas des agents de la fonction publique, c'est assez particulier. Donc, ce serait complexe là pour moi de répondre directement à cette question parce qu'il y a des cas particuliers. Donc, si vous êtes vraiment agent de la fonction publique, salarié de agent de la fonction publique, vous devez vous poser certaines questions concernant votre statut, concernant vos droits d'auteur, parce qu'il y a des spécificités. Donc ces spécificités, elles sont énoncées dans le Code de la propriété intellectuelle, mais c'est tellement précis, tellement spécifique que c'est dur à expliquer comme ça. Mais effectivement, le statut est moins protecteur de l'auteur. Et ce principe qui veut qu'à la base, le salarié est titulaire des droits d'auteur, quand on est agent de la fonction publique, il est beaucoup moins bien traité, en fait. L'auteur, agent de la fonction publique, n'a pas les mêmes droits. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée par B. Debeau Dev. Et puis, je vois, alors, de rien, et je vois une autre question de Morgane. Comment faire la veille et savoir que d'autres réutilisent nos créations? Existe-t-il des outils qui nous alertent? Là, comme ça, j'aurais du mal à citer des outils qui pourraient alerter. Après, il peut exister peut-être des outils qui permettent d'associer nos créations à des outils techniques qui pourraient me permettre de suivre la création et de voir quel type d'usage pourrait être fait de cette création. Mais voilà, après,
ce serait très technique, ou encore il y a des projets comme ça qui, en utilisant la blockchain par exemple, parce qu'il y a cette notion avec la blockchain de suivi de traçabilité qui dirait bah voilà, je mets ma création sur la blockchain et ensuite je sais que n'importe quelle personne qui souhaite l'exploiter sera obligée de passer par la blockchain pour venir me demander l'autorisation, et moi du coup je saurai exactement quelles exploitations auront été faites parce qu'il y aura un traçage, un suivi. Mais tout ça, ça reste encore des choses qui sont pas forcément super évidentes. Mais c'est pas, non, c'est pas simple du tout aujourd'hui de tracer l'exploitation qui est faite de nos créations. Et Google Alert, comment exactement sur Google Alert? J'aurais du mal à voir parce que sur Google Alert, c'est plus des mots-clés, des choses comme ça. Ou alors, si on veut utiliser notre nom, notre prénom et qu'on veut vérifier si les autres nous ont cités, comme ça, peut-être qu'on aura au moins le suivi, le tracé des exploitations qui respecteraient, bah, si on a mis ça sous une licence libre, nos conditions d'utilisation et notamment le fait de citer notre nom. Et avec Google Alert, on verrait des nouvelles publications où il y a notre nom. Voilà. Ouais, je sais pas. Je sais pas exactement. C'est pas évident du tout. Bah, ça, c'est une vraie problématique, en fait. C'est quelque chose qui fait justement toute la complexité de ce monde d'accessibilité, de partage et de repartage qu'on a dans notre monde numérique. Et après, Rémi, Google Lens, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là. Si tu veux prendre la parole à l'oral avec le micro. Oui, bonjour. J'ai déjà fait des recherches effectivement dans Google en utilisant un logiciel spécifique qui s'appelle Google Lens. On a on va dire les origines de la photo et savoir si la photo a déjà été utilisée, etc. Voilà. Je voulais partager ça. Bon, je suis pas spécialiste, mais voilà, j'ai vu ça. C'était une possibilité en tout cas de vérifier les origines Ok, super. et les usages. Super. J'avais une autre question concernant les droits CC. Est-ce qu'ils s'appliquent à la photographie, au photographe donc, ou enfin l'auteur c'est le photographe, où est l'œuvre représentée sur la photo, comment, je veux dire, quand on prend un droit CC, est-ce qu'on a les deux? Est-ce qu'on a à la fois l'autorisation du photographe et l'autorisation d'utiliser l'œuvre représentée? Je comprends pas la question parce que pour moi, ça va avec. Une œuvre représentée, c'est par exemple quelqu'un qui photographie un tableau d'artiste. Ah, et l'œuvre qui est Voilà. prise en photo. Ah bah alors, déjà de base, la personne qui partage une photo, qui prend, enfin qui reproduit une autre création, devrait déjà de base avoir l'autorisation. Ça, c'est toute l'idée de chaîne des droits. Si vous, demain, vous prenez en photo une création protégée par le droit d'auteur et que vous la diffusez, vous êtes obligé déjà de base d'avoir l'autorisation de faire cette exploitation-là de la première œuvre protégée que vous avez prise en photo. Et si en plus vous la distribuez sous licence CC, c'est que vous êtes autorisé à la distribuer sous licence CC dans ces conditions-là. Donc, une personne qui mettrait sous licence CC la photo d'une œuvre protégée, alors déjà, il faudrait être sûr qu'elle a bien l'autorisation. Parce que si au final, vous réutilisez juste sur le fondement de ce qui est écrit, mais qu'en fait, elle n'avait pas l'autorisation à la base, ben, en fait, il y a un problème au niveau de la chaîne des droits. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant quand on a la représentation photographique d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Donc, il faudrait être sûr de ce qui est en fait représenté. Et après, ça peut aussi être des questions qui peuvent se poser quand c'est une personne qui apparaît. Parce que là, il y a toutes les questions de droit à l'image. Donc, il faudrait aussi avoir… Mais normalement, en fait, c'est la personne qui diffuse à la base qui doit se soucier de ça. Qui est responsable. Que vous, en tant que réutilisateur, et en plus, vous êtes réutilisateur, vous allez exploiter ça et vous allez le faire réutiliser par des clients ou encore votre employeur. Vous ne pouvez pas fermer les yeux. Vous ne pouvez pas juste vous dire… Je compte sur le fait que l'œuvre qui est prise en photo, alors qu'elle est protégée par les droits d'auteur, c'est bon, c'est sûr, il a les droits. Ou que la personne prise en photo, c'est bon, c'est sûr. Même si c'est à cette personne-là, normalement, de faire attention à ça, parce que sinon, elle-même, elle va commettre un acte de contrefaçon. Ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez exploiter ces créations et les faire exploiter par vos clients et vos employeurs, bah, ça risque de vous retomber dessus, en fait, à un moment donné. Parce que très certainement, le client, par exemple, il va vouloir garantir le fait que toutes les créations que vous lui fournissez, vous avez bien les autorisations et vous avez bien le droit de faire les choses que vous avez faites et que lui aura bien le droit de faire ce que vous l'autorisez à faire. Donc, si demain, il y a un problème, eh ben, il le fera tomber sur vous, en fait.
souvent ça passe parce qu'on appelle des clauses de garantie et c'est très fréquent. Donc, il faut faire très attention à ça, oui. Ok, merci. Et Alice, alors, il m'avait semblé que pour les musées, les visiteurs ont le droit sans demander de diffuser des œuvres de ce qu'ils ont vu, non. Bon, ça, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Pour moi, à partir du moment où l'œuvre elle est protégée par le droit d'auteur, mais attention, hein, il y a musée et musée, dans le sens où à partir du moment où une œuvre est tombée dans le domaine public, et on peut se dire que, bon, je parle pas d'art moderne ou d'art plus récent, mais à partir du moment où on est 70 ans après la mort de l'auteur, on est dans le domaine public, et donc on est dans un moment où les droits patrimoniaux, je dis bien les droits patrimoniaux parce que les droits d'auteur se subdivisent en deux catégories, on a les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux durent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, et dès lors qu'ils tombent, il n'y a plus le monopole, il n'y a plus de besoin de demander l'autorisation. Donc pour les musées, ça peut avoir ce lien. Néanmoins, il y aura toujours les droits moraux, et notamment le droit au respect de l'œuvre, qui devra être vraiment, vraiment bien pris en considération. Mais sinon, de base, si demain un artiste expose une œuvre dans un musée, il ne donne pas l'autorisation de fait comme ça, et il n'y a pas de règle de fait sur les musées qui dirait que toute œuvre dans un musée, toute œuvre exposée dans un musée peut être diffusée librement. Et ensuite, je vois une dernière question donc de Morgane. Quand nous créons un schéma, par exemple, existe-t-il des démarches pour déposer une image sous licence, ou bien est-ce qu'on choisit juste et on écrit dessus les droits qu'on souhaite? Ah, par rapport à Creative Commons, je suppose. Alors en fait, c'est à vous en fait de décider quelle licence vous choisissez, et à partir du moment où vous affichez le fait que vous la distribuez sous tel type de licence, bah, il revient juste à la personne qui va faire l'exploitation de bien se renseigner sur ce type de licence pour en faire un usage conforme à ce que vous avez décidé. Dans le cas où vous avez envie d'être guidé dans le choix de la licence, sur le site Creative Commons, il y a justement tout un guide en fait qui passe par des questions et des réponses pour vous permettre de choisir en fonction de ce que vous voulez vraiment autoriser ou pas, etc., la licence Creative Commons qui vous correspond le mieux. Et oui, ça vaut pour tout type de création. Oui, ça vaut pour tout. Ça vaut pour n'importe quel type de support, hein. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc, ça vaut bien pour des supports entiers type PowerPoint également. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions du chat parce qu'à vrai dire, je n'ai pas forcément tout regardé dès le début. J'aurais une petite question, une dernière question pour ma part. Oui. Je pense que c'est spécifique. Les personnes qui déposent des vidéos sur YouTube ne mentionnent pas forcément les licences, et parfois automatiquement YouTube a des licences standards. Ces licences standards, c'est des Creative Commons, ou est-ce qu'on peut comment dire, les intégrer en mentionnant le lien de la chaîne, en mentionnant la source en plus? Est-ce que ça, c'est correct? Il faut faire une demande auprès de la chaîne? Les vidéos qui sont distribuées sur YouTube sont vraiment de base la propriété des auteurs, et on ne peut absolument pas, par exemple, les exporter et les réutiliser. Ça, c'est juste interdit. Et si on souhaite le faire, il faut avoir une autorisation absolument directe du titulaire des droits. Après, il arrive parfois que des personnes diffusent sur YouTube, et quand on regarde bien, on voit dans la description qu'ils indiquent qu'ils diffusent leur création sous une licence Creative Commons. Ça, c'est génial. Ça nous indique en fait qu'il y a une autorisation spécifique. Donc là, qu'il y a une licence qui est accordée. Donc on passe vraiment sur quelle est la licence CC en question et on la respecte. Et ensuite, par rapport au fait du coup d'exploiter ces vidéos-là, par exemple, dans d'autres types de créations, bah là, on peut se dire, si j'utilise, par exemple, un lien hypertexte, ça peut se passer autrement. Il y a des spécificités. Si on se dit, bah, j'extrais pas la vidéo, mais je mets juste un lien hypertexte qui renverrait vers la vidéo, là, il y aurait encore d'autres types de règles, par exemple. Mais du coup, ce serait une autre possibilité avec les liens hypertextes, même si on peut pas tout faire via les liens hypertextes, ça peut être une autre façon de faire, mais c'est encore une autre spécificité. Tout ça, ça fait partie des choses, par exemple, que j'explique dans ma formation. Mais donc voilà, sinon, pour répondre à la question de base, on ne peut pas du tout récupérer une vidéo YouTube comme ça. Et non, les vidéos YouTube ne sont pas de base distribuées sous licence Creative Commons. D'accord. Alors, l'intégration, c'est la même chose pour vous? Un lien, alors il y a le lien, et il y a aussi l'intégration avec le code.
En fait, ça va dépendre si vous utilisez la technique du lien hypertexte simple, si vous utilisez la technique du framing, auquel cas le framing, c'est un lien hypertexte. Donc là, on fonctionne sous un type qui est le lien hypertexte et il y a des règles spécifiques et il faut se référer aux règles qui sont dédiées pour le lien hypertexte. Donc ça, c'est encore autre chose. Ou alors, est-ce que vous avez juste récupéré, extrait la vidéo et que vous l'avez mise comme ça? Et donc ça, on n'a pas le droit, ça c'est sûr. Ok, merci. De rien. Et je vois qu'il y avait d'autres questions en fait. Jean-Michel, une prise en charge de votre formation est-elle possible? Non, il n'y a pas de prise en charge pour mes formations. La formation est-elle 100% asynchrone? Oui, c'est vraiment de la formation e-learning. C'est au-delà du asynchrone, c'est des formations e-learning. Donc, c'est interactif, c'est des formations 100% interactives que vous pouvez réaliser complètement en asynchrone sur votre temps libre comme vous le voulez. Les seuls moments de discussion synchrone, c'est quand on échange sur le chat et que je suis en direct avec vous. Mais sinon, vous êtes complètement libre de le faire de votre côté sur votre temps. Et il y a une question que je n'avais pas vue. Faites-vous aussi du sur-mesure freelance? Oui, mais en toute franchise, pour les freelances, la formation que je propose, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour les freelances. Parce que sinon, on est sur des tarifs complètement différents. C'est-à-dire qu'une formation sur mesure n'est pas du tout au tarif que je propose pour une formation freelance comme je le fais là. Et surtout avec les moins 50% là actuellement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que j'ai manquées ou pas. Je vais tout vous envoyer en tout cas. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été présent. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, à m'écrire sur LinkedIn ou par mail. Vous allez recevoir à 15h, parce que c'est déjà programmé dans votre boîte mail, le support de cette présentation ainsi que le petit guide. Et puis, vous avez accès à mon site internet que je remets ici, clarazloticamien.fr. Et vous allez pouvoir tout trouver dessus. Bien sûr, je reviendrai vers vous par mail aussi avec des infos sur mes formations. Et n'hésitez pas, je suis à dispo. Merci encore pour votre présence